Voilà, bonjour à tous. Nous sommes en direct de RHT et du ZCL, comme tous les jours, du lundi au vendredi, nous sommes avec vous. Et nous avons plaisir à vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va, comme d'habitude, tous les 15 jours, c'est la dernière session malheureusement, parler des problèmes de l'eau, probablement le droit de l'eau et l'obligation qu'il y a de ne plus couper l'eau chez les gens. Ça veut dire couper de l'eau à Cameroun, et il y a une loi qui est sortie depuis quelques temps. Il n'y a pas de droit, même si vous ne pas payer, couper de l'eau à Casa, parce que l'eau, c'est la vie. On recevra après, comme c'est appelé le vendredi, c'est l'agenda, on peut le dire comme ça, on recevra Madame Goram qui viendra parler de la fête de Bimao. La fête de Bimao a toujours un temps fort que vous connaissez maintenant, c'est la Saint-Jean, c'est fête à la Saint-Jean. Ce sera demain après-midi devant la mairie de Bimao, comme d'habitude, avec du gouka et aussi le traditionnel bûcher qu'on allume à l'occasion de la fête de la Saint-Jean, qui est une fête qui existe ici depuis au moins un siècle. Sinon, eh bien, plus tard, un petit peu plus tard ou un peu avant, on fera la revue de presse, comme chaque semaine maintenant, avec Alexandra qui va jeter un coup d'œil sur la presse guadeloupéenne. Et puis, si nous avons le temps, mais nous aurons le temps, on va parler, puisqu'on est le 23 juin, de ce Boeing qui s'est écrasé mystérieusement, c'était en 1962 à ADE, et c'est Laura Mann qui viendra nous raconter ce fait historique et malheureux de l'histoire de la Guadeloupe, puisque je vous rappelle qu'outre la centaine de personnes qui sont mortes, il y avait parmi elles Albert Béville, qui était un anticolonialiste connu en Guadeloupe, et Justin Carataillé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas s'il a eu une bombe dans cet avion ou si c'est un accident point d'interrogation. Voilà un petit peu le sommaire de ce que nous développons avec vous, avec nos invités, mais tout de suite on va voir l'actualité. C'est Mendy, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Nous sommes donc le vendredi 23 juin et voyons donc ce qui fait l'actualité en ce vendredi. Eh bien, après les parents et enseignants du Gosier, autour des parents d'élèves de la ville de Bimao de monter au créneau, ils veulent également retrouver cette fameuse semaine des 4 jours. Pardon. Et hier avait lieu la conférence donc sur les ordres religieux dans l'économie sucrière en Guadeloupe. Celle-ci était animée par l'historien Gérard Lafleur. Nous reviendrons sur ce rendez-vous. Et enfin, dans le cadre de la fête des activités sportives périscolaires avec les enfants inscrits donc au temps mairie du jeudi à la régie des sports de la ville du Moule, nous verrons cette belle activité qu'ils ont mis en place, le beach soccer. Ce sera donc en fin d'édition. Merci Mendy. Alors, j'ai dit qu'on est vendredi. Demain, samedi, il y a un concert que beaucoup de gens vont apprécier, Quaxicolor et Magnum Band. 2 questions, il n'est pas compliqué. Si vous voulez gagner les 2 billets qui restent, alors il y a première question. Dans quel groupe jouait autrefois le leader du groupe Magnum Band? Très facile. Et deuxième question, je l'ai posée tout à l'heure. Alors, si vous avez la réponse, 26 73 03, premier arrivé couché, gagné Gabon. Alors, donc, c'est tout de suite 26 73 03. Vous donnez votre nom, la bonne réponse. Et on verra tout à l'heure si vous avez gagné le droit à aller voir gratuitement ce concert de Quaxicolor et de Magnum Band. Alors, je répète, dans quel groupe jouait le leader du groupe Magnum Band, que tout le monde connaît? Et après, il y aura une deuxième question aussi facile. Voilà, on va parler de choses beaucoup plus sérieuses et plus graves. C'est les questions de l'eau. Depuis plusieurs semaines, le président de la Fédération des associations de l'eau en Guadeloupe, surtout dans le Nord-Bastère, Ismaël Huguenin, est avec nous régulièrement. On a abordé beaucoup de questions essentielles. On se souvient, il y a quelque temps, nous avions abordé la question des documents qu'on devrait remettre officiellement aux usagers de l'eau, documents qu'il n'y a pas agent, d'ailleurs. Et je n'ai droit à ça, mais nous avons notre droit qui est en plus fondamental, Ismaël, c'est le problème à Adloula. Alors, un nouveau petit point, qui Jean, c'est quoi qui est le droit de l'eau? D'accord. Alors, en cas, commencer par saluer tout auditeur, téléspectateur canadien. Et à Radio Haute Tension aussi. Oui, c'est ça, c'est quoi des auditeurs, Radio Haute Tension. Donc, mais aussi les comme usagers de la Guadeloupe, parce que c'est président de la fédération là, quand même, c'est toute la Guadeloupe, mais particulièrement, c'est président de notre association qui c'est le comité de Nord-Bastère, et puis on usager de l'eau de la matin qui dit, un petit bonjour, alors on va vous beaucoup. Voilà, ça fait. Bien. Alors, à part droit de l'eau, droit à l'eau. C'est comme les droits de l'homme. Les droits de l'homme, droit à l'eau. Oui. Ce sont les droits à. Quand vous avez les droits, la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit qu'on y droit à la santé, on y droit à l'éducation, etc. Et c'est comme ça. Ils sont bien beaucoup plus importants. Alors pourquoi
Et l'ONU, depuis le 28 juillet 2010, résolution 64-292, en résolution, point en résolution, il a dit que le droit à l'eau fait partie des droits de l'homme. C'est très grave. Alors pourquoi il est arrivé à là? C'est qu'un des constats, Danick, de l'eau, son but essentiel à la vie. Vous savez ça? Mais en même temps, de l'eau qui est le monde. De l'eau qui est le monde quand il dit, pas mon gagné, parce que de l'eau là pas potable et mon là cabret de l'eau là. Je vois ça arriver goyable la semaine passée. Mais dans le monde, en Guadeloupe, bon, moi, quand on va de l'eau là, mais dans le monde, nous prenons 900 millions de monde qui n'ont pas accès à de l'eau potable du tout. Mais ni environ 3 milliards, 500 millions de monde, si on a une population planétaire de 7 milliards, qui cabret de l'eau qui est dangereux pour eux. De l'eau là pas traité correctement, il y a bon de l'eau, etc. Et c'est pourquoi au niveau de tout le monde, vous savez, comme des gens qui exploitent nous avons le butin, mais comme des gens aussi qui défendent comme les associations comme Daniel Mitterrand, une fondation, et qui a promouvoir ce combat-là, ça. Et bien d'autres associations, France Liberté, tout ça. Et donc, mais dans le monde, l'ONU réussit à adopter une résolution. Encore pas déterminé pour autant, il a dit reconnaître que, et son résolution qui a adopté, sans opposition, pour monde pas dire à l'unanimité, pour monde pas dire non, encore comment ça comprendre bien que et des gens qui sont morts, et au nombre de 136 millions de gens qui sont morts chaque année, à cause de l'infection à de l'eau, etc. Il y a des diarrhées, ça. Oh, des petits gens à moins de 5 ans qui sont morts. Il faut commencer à prendre encore bon de l'eau. Il pollue. En Haïti, 500 000 personnes touchées par le choléra, alors qu'après tomber là, et c'est force de l'ONU là qui était venu là, c'est pourquoi il était plus de problème à eux, transporter ça appartient de l'eau là, et mon consomme de l'eau là au prix. Donc il faut comprendre que sont un problème de santé publique qui est urgent. Et à dans des résolutions là, ça 64 de 92, l'ONU a dit comme ça que finalement, il faut reconnaître le droit à l'eau potable et à l'assainissement. Pas seulement l'eau potable, fournir l'assainissement, sont droits de l'homme essentiels à la pleine jouissance de la vie, mais à l'exercice de tous les autres droits de l'homme. On a droit à la santé, mais si vous parlez de l'eau, qui ont une bonne santé, vous comprenez, et on a de l'eau qui est potable, puisque de l'eau qui est vous-même. Donc, quoi, c'est ça, c'est important. Deuxième point, il a dit, il a demandé maintenant les États et les organisations internationales à prendre toute disposition financière pour faire en sorte que cette loi-là, que des résolutions-là, ça vienne en application réelle et que l'eau là, tout partout dans le monde, vienne accessible au plus grand nombre et au plus démunis. Et Adam, là où on poser question à l'eau, c'est poser question aussi à dire que un monde qui n'a pas assez l'argent pour payer de l'eau. Parce que comme l'eau est un grand commerce, un grand marché, par exemple, on ne peut même pas parler de l'eau, machin, mais de l'eau et de l'eau en bouteille. C'est plusieurs milliards de litres d'eau qui viennent en France. Hein. Ouais. Donc c'est de l'argent. Bon, alors ça veut dire que faut dans un projet de loi qui est voté, qui est en machin, en étude là, ça peut être pour voter depuis en 2016. Il y a tardé, je viens en 2017, le Sénat a un coup de grâce, il a reporté ça. Donc avec Carlotte Bouga, qui fait encore monsieur là, Macron, c'est Macron. Ouais. Macron. Eh bien, nous avons quelque chose. Mais normalement, c'est ça. Donc, alors, pourquoi ça? C'est que ça a été prévu. Et ça est important dans une démarche comme ça, c'est pour faire en sorte que dans les communes, eh bien, ni des espaces où les gens peuvent ni accès à l'eau, des fontaines publiques. Parce qu'il faut avoir des gens bien. Et puis les gens aussi, par exemple, qui n'ont pas assez d'argent, qui ont une allocation pour payer et de l'eau là. Parce que quand on va avoir allocation logement, on ne peut pas allocation logement. Bon, non. Il faut en sorte, puisque comme son bien qui est vital et son droit de l'homme, il ne peut pas priver. Et c'est pourquoi on voit des lois qu'on doit pour parler de ça, effectivement, son loi est entrée totalement à un champ à droit à l'eau. Et c'est pourquoi, de plus en plus, on voit qu'il ne peut pas à compter ces lois-là. Ça. Pourquoi? Parce que et le Conseil constitutionnel l'a validé. La loi Broad, c'est en tenant compte de directives européennes qui sont en place depuis longtemps. Parce qu'en des directives européennes, il précise, il a dit que par exemple, depuis qu'il a daté, de longue date, par exemple, en cas
le Conseil européen a adopté une résolution 523 et qui a précisé que l'eau, et surtout l'eau potable, doit être considérée comme un droit fondamental de l'être humain. Mais en 2004, et le 17 octobre 2001, le Conseil de l'Europe a adopté une charte européenne des ressources en eau et qui a dit que toute personne a le droit de disposer d'une quantité d'eau suffisante pour satisfaire ses besoins essentiels. Tout le monde. Il n'y a pas dit des conditions de vie. Tout le monde. Comprenons. Donc, c'est important de ça que des députés, des associations, des fondations et Daniel Mitterrand commencent à faire en sorte pour la France votons loi et il a appliqué le droit à l'eau. Parce que vous savez, même on doit, on ne peut pas voter, mais pour commencer à mettre en application. Quoi changer l'œuvre, il faut lutter contre la peine de mort, tout ça. Mais avant qu'il y ait une loi en application, en réalité, tous les tribunaux ont fait en fait les cours d'assises, pas de calculer mon encore. Vous voyez ça? Vous voyez ça bien? Avant qu'il ait été adopté, et l'œuvre est adoptée, mais avant qu'il ait été adopté, tous les derniers bulletins d'intérêt plaidés, ils ont regardé, des gens vraiment été coupés à l'époque. Donc à présent, l'affaire du puits ouvert rouge. Voilà, c'est ça. Et tous ces autres-là aussi. Mais, donc, en tout cas, je constate que par rapport à ça, et quand ça a changé, voilà pas voter en France, mais la France votait ça à l'ONU depuis 2010, en 2016, c'est là qu'on voit. Mais pourquoi la loi pas voter en France? D'après vous, pourquoi la loi pas voter en France? Parce qu'il y a des intérêts. Les lobbies, il ne faut pas manier ça. Parce qu'on peut dire qu'il y a de l'eau en bouteille. Parce que si vous mettez de l'eau potable qui arrive à Casamoun, ou bien de l'eau qu'on nous tenait fontaine avant, mais très bon, on a peu break, il y a un problème. Pourquoi suivant? Or, c'est indispensable pour le ministère de fixe, pour touristes qui a passé, pour débuter comme ça, non. Donc, pour améliorer la qualité de la vie et pour respecter le droit à l'eau. Donc, ça veut dire qu'il faut dans les communes qui aménager des butins, des fontaines, des espaces, mais gratuits. Gratuit, c'est gratuit. Comment non? Pas à payer. Ce qu'on pas à payer. Parce que là où tu es jeune, une fontaine. Ah oui, on a tourné fontaine là. Bien sûr, on l'a enlevé. Mais à l'époque, à Pâté et Général des Eaux, il était occupé de ça, c'était les communes. Donc, encore, mais il faut l'eau là, ça à présent, qui est vraiment potable. Donc, encore, c'est très important pour nous, comme ça, c'est un enjeu important. Et c'est pourquoi, à l'Assemblée nationale, vous voyez, loi là, c'est intéressant, quand on débute une loi là. Loi là, c'est qu'à prévoir, débute très intéressant. Mais il faut en réalité tellement. Il y a le cas du conseil dans les communes de 3100 habitants, il faut un accès aux toilettes publiques organisées. Par exemple, il faut parfois faut payer accès aux toilettes publiques, mais il faut y gratuit en fait. Il faut prévoir des douches gratuites à deux communes, là, de côté, des laveries gratuites, tout bien, comprenez? Puisque comme son droit à l'eau, on n'y pas il faut y payer gratuitement. Il n'y a pas l'argent, il faut y droit accès à l'eau. Et dans des pays modernes, nous développés comme en France, etc. Donc, il faut ça en fait. Donc, et c'est pour aussi faire son droit de l'homme, l'ONU fait rentrer dans les droits de l'homme. Et un droit de l'homme qui est essentiel parce que c'est ce qui permet d'autres droits de l'homme de fonctionner, de la vie. Donc, encore c'est très important de combattre ça. Et ouais, voter la loi BOT, que les groupes multinationales de l'eau, ils comprennent de TQE ça. Mais en réalité, on ne peut pas retourner contre ça. L'Europe a choisi les conseils nationaux qui viennent garder des directives européennes, les chartes européennes qui sont en place, ils ne peuvent pas aller contre la loi BOT. Sinon, parce que notamment Veolia et la fait pression tout bonnement, mais il n'a pas réussi à dégager voilà ça. Alors, mes droits à l'eau aussi, ça veut dire qu'il faut que les gens ont de l'eau qui est potable, ont de l'eau qui est buvable. Et encore que c'est très important, et on a besoin de parler de ça, parce que c'est une obligation à ces distributeurs d'eau-là de avoir de l'eau qui est buvable. Pourquoi ça? Parce que si ils ont de l'eau et nous on arrêt à la cour de on arrêt qui produit et qu'il clairement la Cour de cassation. Et il a dit que l'eau qui coule dans vos robinets doit être obligatoirement être potable. C'est que si l'eau n'est pas potable, en réalité, on ne peut pas payer de l'eau. Pourquoi? Ou bien si on peut payer de l'eau là, si on peut faire des investissements pour payer, il fait ça, acheter des bitins pour des fils pour ça coûte assez cher, mais quand transformer de l'eau là, il faut demander remboursement à ça. Si vous achetez de l'eau en bouteille, parce que l'eau n'est pas bon, il faut demander remboursement. C'est le droit, mais on arrête à la Cour de cassation. Il prend le 28 novembre 2012 et il a dit ça. Et il a dit que la Cour de cassation a jugé que la commune
était tenu de fournir une eau buvable et que dans le cas contraire, un abonné pouvait lui réclamer des dommages et intérêts, voire le remboursement de son installation privée de filtration. Alors, question Ismaël. Est-ce que toute l'eau à robinet Guadeloupe est buvable? Ah non. On va même parler de Goyave, ça arrive là, et l'eau d'ail sans ça. Autant de Matouba aussi, t'es un problème, Matouba aussi. Oui. Alors, en tout cas, distinguer, en cas de autres encore, de l'eau là qui traite en l'usine, là, elle est traitée pour moins potable. Et rivière. Ah ouais, rivière. Et moins par expérience, par butin, par sang, par ça, on va voir dans l'eau, même un bout de chaîne, on peut dire ça. Les confédérations, quoi, la cabine sale. Sans que personne n'avait dit. Et ou pas ça. Le problème là, c'est que l'usager là, ou pas ça, à qui moment de là, bon, même s'il est clair, mais oui, ou pas ça, est-ce que vous comprenez? Ou pas ça, ou pas faire analyse. Vous, quand vous avez confiance, que Bougla doit être baron de l'eau qui est buvable. Ou quoi, ouvert binière, de là, que vous avez. Si vous voyez ça, comme on peut y briller. Bien sûr. Je dis on joue lui, qui a crié moi grand mon matin, quand je me mis à arriver, il a douché, on de l'eau sale pour l'essayer, il était obligé de rincer de l'eau en bouteille qui était ni, acheter de l'eau en bouteille en journée là et en fond au bail. Pour vous montrer que c'est arrivé, mais là où vous de l'eau la vie claire, est-ce qu'elle est bon? Est-ce qu'on pas connaître? Est-ce qu'on a un bon indicateur qui a dit à qui moment de l'eau là bon, à qui moment il pas bon? Normalement, là, il a fait travail, quoi couper de l'eau là. Mais il faut dire là à qui moment bon non. Est-ce qu'elles ont eu un temps faut mais c'est mon là il a distribué de l'eau là, il est responsable de ça. À part moi il y a chercher en cas payer l'argent pour moment de l'eau plus buvable. Là ouvert dominer là normalement doit être bouillon de l'eau qui buvable. Si pas buvable, on paye de l'eau là. Son obligation, en arrêt à la Cour de cassation, il a dit ça clairement. Jean Sakaïla, il a encore coûté. Il ne faut pas des gens payer de l'eau ici. Alors, parce que... Pour le moment, il est tellement qu'à vous pas payer de l'eau. Et regardez ça. En tout cas, il règlement là, règlement à service public là. En texte, et comme tellement c'est important, règlement à service public là, pour nous, en cas regarder par exemple ta machine Grenoble, par exemple, tu as Paris, son biténiou, une centaine de pages. Mais tu as 170 pages. Et ça, vous avez dit comme ça pour règlement là, pour montrer bien que. Est-ce qu'on ne peut pas, nous, un contrat et puis on n'a pas ni pour terme à contrat là, bon non. Alors, il y a dit en préambule à Grenoble, il y a dit que le règlement de service est un document qui doit être porté à la connaissance des usagers. Il a dit le document a une valeur juridique, une valeur informative auprès des usagers. En ce sens, pas seulement au vu de droits et obligations, il faut expliquer et débiter plus en détail, vous comprenez? Et qu'a dit le règlement doit être remis en main propre à chaque usager. Comprenez? Et nous pouvons arriver à ça même. Non, ou pas même ni. Ou pas ni. Et c'est là qu'a dit que nous avons un problème. Et par exemple, en cas de si vous voulez un cas de WC élu là, ces multinationales là qui nous construisons un qui sérieux et puis des gens qui n'ont pas fait point effort pour changer. Vous regardez même pratique là. Absence de transparence, courir les populations là, bon non, fait en sorte que yo pas connaître bon droit yo, fait en sorte que commission consultative des services publics, il peut jeter un regard, si débuter, fait des avis, etc., fonctionner, sur le droit de fonctionner. Alors, le Cap Excellence reprend distribution à de l'eau dans la région là. Est-ce que yo, comme yo tout neuf, yo peut appliquer tous ces règlements là? Mais c'est ça pour te faire, mais c'est pas faire rien. Yo pas fait même ça, yo pas fait. En vrai, c'est monsieur excessivement grave. Ces messieurs reprendre l'eau là. Et puis, ils partent ce compte-là, sans remettre compte-là à zéro. Mais c'est une catastrophe. Alors, si on usage le cadre général des eaux abîmes, et c'est Cap Excellence, c'est eau excellence qui a doué alors. C'est pour gagner un problème. C'est taillé quoi. Et pour montrer où il y a dans, à part quand il y a négocié général des eaux, comment quand il y a négocié. Est-ce que normalement il y a sous contrat quand il y a négocié. Oui, c'est ça le problème là. Quand il y a fait mes bouches à yo, il y a sous contrat, il y a des gens qui répondent l'argent, etc. OK, alors que ces messieurs a dans le non-droit en vidéo. Et là où dans le non-droit à dans de l'eau là, on ne peut pas demander mon la payer un service qu'on pas rendre. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas demander quoi moment de l'eau. Quand le Nord-Gantel, si on a des candidats factures, mais si on n'a pas de candidat de l'eau, comprenez-vous? Quand il parle de l'eau, on ne peut pas payer de l'eau là du tout. Et Sainte-Rose, c'est comme là qu'il m'a dit. À Sainte-Rose, on voit mettre Sainte-Rose dans son vague de ATD, Simon, etc. Pas parce qu'on fait ça, parce que le comptable là, d'accord, il a exécuté, mais il faut savoir en quelles conditions on n'a pas à payer. Et si une des par exemple, quand on va te débat, on n'a pas ni de l'eau pas bon.
on n'a pas de l'eau là, ou bien de l'eau là pas arrivé. Et quoi vous avez dit oui, pas parce que vous faites facture bail qui est effectivement facture là oui et bien payable parce que ces monde là si vous voulez nous pas en Guadeloupe procédurier et nous pas qu'à suivre comme on n'a pas connaître le droit, il pas organiser. Et c'est pourquoi nous lançons un appel pour nous rejoindre des associations pour nous organiser nous. Un cas de Sainte-Rose font travail d'organisation parce que pour moi c'est un gros problème ça, les factures sans avoir Sainte-Rose. Non. Il y a réclamé ces monde là de 2007. Mais en fait après 4 ans ça prescrit non. Et il faut tenir relance. Mais c'est à Mela et à service de là de prouver qu'on fait relance. Moi quand comment de moi en 2007 mais non. Comment de moi Adam Vitene a été là il a pris en compte depuis 2007. Mais moi pas intéressé moi. On va prendre en compte les 4 dernières années terminées. Mais deuxièmement, on a attaqué à dit là, on a dit non puisque beaucoup a prouvé moi qu'il pas de l'eau. Il pas de l'eau. De l'eau là, il peut pas consommer de l'eau là. Il est obligé d'acheter de l'eau en bouteille. Non. Donc ça veut dire qu'Adam, toute l'eau en bouteille est consommée, il faut être déduit, le monde y met fontaine, il faut déduire, etc. Donc, il faut encore quoi faire nous. C'est ça le problème là. Et en cas d'essayer encore, c'est pour servir le peuple là, en bataille, ça, nous sommes obligés de combattre pour nous aller plus vite. Mais pour une responsabilité à autres, mettez des services d'eau. Et je crois que en termes de distribution d'eau, il faut service public d'eau, un service public, mettez les moyens qui permettent à la population là de une situation et de payer le moins cher possible. Alors, les 2 derniers mots pour dire ça, important, ça fait couper de l'eau à Cameroun. Ah non, on a déjà parlé de ça, on le fait, mais comme c'est la dernière fois, on va pour ces zones-là, pour faire mon son de ça quand même. Ah non. C'est l'argent nous pas qui fait pas faire casquer. Parce que normalement, si vous coupez de l'eau, vous faites un constat du ciel et vous faites ce MCP, c'est une loi qui verrouille la loi Bord. En jour le 29 mai 2015, débat là définitif, il clôt pas, on peut pas manier de l'eau à monde. Mais ça, là, c'est encore coupé de l'eau à vous n'avez moi. Mais si vous voulez, si nous attaquons en multinational à de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il perd en appel, il perd en ancien, il perd en appel, il met en cassation. Mais faut un avocat quoi suivre. On a nous prendre l'argent pour suivre lui, vous comprenez? Donc c'est ça qui empêche nous, machin, nous pour faire les démarches juridiques pour faire ça parce que on peut pas en 2017 couper de l'eau à monde en cas de ça. Mais moi là vous voyez couper de l'eau à monde, nous va rétablir l'eau à yo, mais il va payer encore. Ah non, vous coupez de l'eau là. Ah non, on peut pas faire ça. Donc, encore son bien, il doit être résolu, définitif. On peut ça, il peut faire ça encore. Mais d'autre côté, quoi que ce pratique là ça. Ok. Bien, Isma, merci pour toutes les contributions qu'on a apportées, surtout pour mon en région, mais mon d'autre côté aussi, parce que nous savons si bon, tout côté en Guadeloupe, Capestel, nous voyons ça est passé quoi, il y a la semaine passée, nous parlons de ça, il fait mais tiens, il y a une grève, nous pas même parler de ça, mais ça c'est notre problème, son problème social. Nous qu'on retrouver en septembre? Oui, en septembre, début septembre, nous revenons. Là. Ah non. Bon, Isma, merci en tout cas. Et les téléspectateurs sont bien contents, parce que dis-moi ça. Il est 12h55 dans le ZCL. Alors, on va bailler un dernier petit coup. Si vous voulez gagner un ticket pour aller voir demain soir Quaxicolor Magnum Band, il faudra simplement me dire le leader du groupe Magnum Band, dans quel groupe il a commencé à jouer il y a de cela quelques années, et en parlant des autres noms. Et par ailleurs, puisque tout le monde peut gagner, si vous n'avez pas encore gagné votre ticket, caressez les 3 tickets encore à Total, de Théma, à Nouville, Goyave, La Brousse, à Baïf, dans toutes les stations Total, vous pouvez trouver tickets à autres, il n'est pas tellement cher d'après ça, donc portez-moi. Voilà, 12h56, vous irez voir Quaxicolor? Non, malheureusement. Non, malheureusement, tant pis pour vous. Bien, moi non plus, je vais rater ça. Bien, allez, on va commencer avec les infos. Oui, on commence avec ces parents qui sont en colère. Alors, c'était ceux du Gosier il y a quelques jours. Et bien voilà, les parents d'élèves donc de la ville de Bémao ont décidé de monter au créneau également pour montrer leur insatisfaction face à cette semaine donc de 5 jours qui perdure. Donc, ils demandent le retour à la semaine de 4 jours. Ils étaient donc à la mairie donc de Bémao. On fait le point avec Michel Héraclide. La revendication, c'était de demander la semaine des 4 jours. Donc, on voulait exclusivement avoir une réponse pour la rentrée 2017-2018. Et on a été reçus aujourd'hui après la petite manifestation des parents. Donc, on s'est concerté. Donc, en fin de compte, on est tombé d'accord sur le besoin de l'avenir des enfants. Donc, tout le monde
est d'accord à ce que c'est la santé des enfants qui est en priorité et qu'on veut être amené à la situation de la semaine des 4 jours, mais il y a une organisation à mener sur la mairie. Mais bon, on reste confiant qu'à la rentrée, ça puisse se faire, tout simplement. Nous avons reçu cet après-midi un ensemble de personnes, les syndicats, le SNUPP, ainsi que les parents d'élèves qui revendiquent effectivement la semaine des 4 jours. La ville de Bemao n'est pas contre ce changement de toute façon, mais en tout cas nous étudions, nous sommes à l'étude, mais nous sommes dans la concertation également. Nous essayons avec les parents d'élèves de trouver une solution, puisque nous savons très bien que ce qui est important c'est le bien-être de l'enfant à l'école, donc nous n'avons aucun intérêt à nous y opposer. Donc quand nous aurons les textes officiels de la part du rectorat, parce que nous sommes tributaires également du rectorat, des décisions prises au plus haut niveau, donc tout naturellement, la ville de Bemao, s'il faut mener cette réforme des 4 jours, le fera sans difficulté. Donc nous rassurons les parents d'élèves, nous aussi, nous sommes soucieux du bien-être de l'enfant à l'école, donc c'est la raison pour laquelle nous n'aurons pas de mal, si cela nous convient, nous aussi, municipalité, à faire adopter donc la semaine des 4 jours. Restez à l'écoute du ZCL.tv, également sur RHT Guadeloupe 89.8 et 90.8. Ah, oui, il faut donner le numéro de téléphone, j'ai oublié. Oui, alors pour ceux qui ont la réponse donc à la question qu'a posée Danick, c'est le 05 90 26 73 03. D'accord. Voilà, c'est fait. C'est gagné. À tout à l'heure. Voilà, 13h03, le premier ticket a été gagné. Car restons note encore. Je donnerai la question tout à l'heure. Alors, restez branchés, pas débranchés. Restez connectés, pas débranchés. On revient rapidement sur l'étude de l'actu avec Mendy, la revue de presse. Et Madame Goram est déjà là, Marie-France Goram est déjà là. On va parler de l'agenda de la fête de Bemao. En effet, on va passer au prochain sujet. On va du côté donc de Gourbert, où hier avait lieu la conférence sur les ordres religieux dans l'économie sucrière en Guadeloupe. Une conférence qui a été animée par l'historien Gérard Lafleur. Ça s'est passé aux archives départementales à Gourbert. Donc, un reportage signé Lionel Laquitaine. Donc, nous avons parlé des ordres religieux et nous avons parlé des habitations qui appartenaient aux ordres religieux. C'est-à-dire que les ordres religieux possédaient des terres qu'ils ont mis en activité et qu'ils ont organisées en sucrerie. C'est-à-dire que, par exemple, le Père Labat, qui est très connu, était dominicain et c'est lui qui s'est chargé au début du XVIIIe siècle de mettre en valeur l'habitation, le Grand Marigot, qui se trouvait sur les hauteurs de Baïf. Mais également, il y avait une autre habitation à Baïf, au Petit Marigot, qui était près de la mer. Il y avait également une habitation où nous nous trouvons, la Bisdari, qui appartenait aux Jésuites. Il y avait les Frères de la Charité, qui avaient l'habitation Saint-Charles. Il y avait les Carmes, qui avaient l'habitation Dolé. Et toutes ces habitations étaient organisées en sucrerie et elles fonctionnaient donc avec des esclaves comme une autre habitation. Les questions qui reviennent, c'est est-ce que les esclaves qui appartenaient aux religieux étaient-ils mieux traités que les esclaves qui appartenaient aux laïcs? Donc apparemment, ça semble être le cas. Mais on n'a pas vraiment de documents probants là-dessus. Mais apparemment, ça semble le cas, puisqu'il y a beaucoup d'enfants, les habitants, les esclaves vivent assez vieux sur ces habitations, d'après les recensements. Donc on peut penser qu'effectivement, ils étaient peut-être mieux entretenus, mieux nourris que dans les autres habitations. Et la Société d'histoire de la Guadeloupe, qui est une société quand même qui a 60 ans maintenant, participe à cette promotion, à cette vulgarisation de l'histoire de la Guadeloupe et nous avons de plus en plus de public à nos conférences qui traitent de différents sujets, de l'histoire de la Guadeloupe. Voilà, désormais, le vendredi, nous aurons, comme chaque vendredi, la revue de presse avec Alexandra. Et je pense que je vais la concocter un petit générique. Oui, on va le déguster ensemble, s'il est bien concocté.
C'est la revue de presse désormais du vendredi. C'est Alexandra, bonjour. Bonjour Danick. Alors qu'est-ce qui fait la une cette semaine dans les journaux? Alors cette semaine, du coup, on s'est penché sur 4 journaux, Le Progrès Social, Nouvelle Semaine, France Antilles et Petit Journal. Donc en une du Progrès Social, les nouveaux députés et maintenant au travail. Nouvelle Semaine, législative Outre-mer, la Guadeloupe, l'exception en marche. France Antilles, cyclone, préparez-vous. Et Petit Journal, un groupe ultramarin à l'Assemblée, ça peut marcher. Bien, alors, du côté des éditos maintenant, puisque vous les avez lus. Alors, les éditos, du coup, du Progrès Social et de Nouvelle Semaine. On va commencer par le Progrès Social, du coup, un édito signé Jean-Claude Rodès, très politique, dans laquelle il analyse la situation post-élection. Dans l'Hexagone, le Parti Socialiste réalise le plus mauvais score de toute son existence. Le Parti LR remporte 131 députés. C'est la première force d'opposition à l'Assemblée. En Guadeloupe, plus précisément, l'élection surprise de Max Mathiazin. Aucun soutien d'une formation politique pourtant, ni d'un leader charismatique. Et c'est la fin de l'état de grâce d'Harry Chalus. Pourquoi? Eh bien parce que le député Mathiazin a battu le candidat du président de région dans la commune de Bémao. On revient aussi sur la défaite de Diana Perran dans la seconde circonscription. Et on rappelle du coup que le président de région n'est pas parvenu à imposer ses choix au GUSR. L'éditorialiste rappelle l'ascension du député Olivier Servat qui a, je cite, labouré la circonscription depuis 1 an de Marie-Galante à Morne-à-l'Eau. Dans la deuxième circonscription, Justine Bénin, élue députée, devra faire un choix entre son mandat de conseillère départementale et celui de conseillère municipale. Même combat pour Hélène Vainqueur-Christophe dans la 4e circonscription. Pas de cumul des mandats. Elle sera forcée d'abandonner son mandat de maire et devra choisir entre son mandat de conseillère régionale et celui de conseillère municipale. Rappelle que la Martinique aussi, l'île Sœur a pris son temps pour élire pour la première fois une femme à l'Assemblée nationale. Quoi qu'il en soit, nos députés fraîchement élus doivent maintenant faire preuve de dynamisme et de réactivité pour défendre au mieux les intérêts du pays. L'édito de Nouvelle Semaine, signé Jacques Dancal, qui titre « Les contes de l'oncle Mazure ». Vous avez peut-être entendu parler de ce tweet assassin de Bruno Mazure. Je cite « Dans les DOM, 70% d'abstentionnistes, mais 100% ravis de profiter des multiples aides publiques sur le budget d'État ». Donc du coup, ça lui a forcément valu une volée de répliques de la part de Patrick Caron, ancien délégué interministériel à l'égalité sociale. Une question de l'éditorialiste. Bruno Mazure sait-il à quoi ont servi les colonies de la France et le commerce triangulaire? Évidemment, on revient aussi sur le fantasme de l'assistanat. La totalité des budgets servis retourne dans l'Hexagone, augmenter des ressources produites localement, rappelle l'éditorialiste. Ce discours de l'assistanat est donc un leurre. Conclusion, on peut décerner le prix Métropole, donc pas cher, à ce compte, suité de Bruno Mazure. Le Petit Journal également revient sur le même sujet dans sa rubrique Non mais haut, envers le tweet de Bruno Mazure. On parle de mépris facile et d'ennui pour expliquer cette attaque de l'ancien présentateur télévision qu'on juge grinçant et ultra critique. Alors, sinon, de quoi parlent les journaux en dehors des élections? Parce qu'il y a les élections, on en a soupé, maintenant, on parle d'autre chose. Alors, donc du coup, Progrès Social et Nouvelle Semaine parlent tous les deux de la mise en examen de Lucette Michaud-Chevry, mise en examen qui avait été de la présidente de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre, qui est intervenue suite au malaise de la présidente dans le bureau du juge le 26 avril dernier. Du coup, sa mise en examen avait été, son audition avait été reportée pour une affaire de détournement de fonds publics et on attendait la décision du juge. Lundi 19 juin au matin, elle a été convoquée et mise en examen pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, recel d'abus de biens sociaux et prise illégale d'intérêt. Nouvelle Semaine, du coup, prend aussi le relais avec une interview de Jacques Bangou qui se dit compatissant. Le maire de Pointe-à-Pitre a déclaré « En tout état de cause, elle aura un temps incarné la Guadeloupe et pour cela, je lui témoigne du respect. » Le maire a été le seul à la soutenir officiellement. Et donc du coup il lui témoigne ses vœux de courage pour surmonter cette épreuve en rappelant que sa mise en examen est couverte par la présomption d'innocence et en rappelant aussi qu'au cours de sa carrière elle n'aura pas ménagé ses adversaires et quelquefois défait les règles. Le Petit Journal, pour terminer, qui publie dans sa rubrique Publi rédactionnel un article sur Grand B, qui est également présent dans le Progrès Social et dans Nouvelle Semaine, un dossier du coup en 2 pages sur l'affaire assez complexe qui n'a pas fini de faire couler de l'encre, des schémas, des couleurs et des explications claires rubriquées pour mieux comprendre ce bras de fer entre les habitants du quartier et la mairie du Gosier.
Merci Alex Canard, qu'on retrouvera la semaine prochaine pour un coup d'œil, un nouveau coup d'œil sur la presse. Et là, on va faire un coup d'œil sur Bémaro, puisque c'est la fête de cette commune comme chaque année à la même période. Et pour ça, on a invité Madame Goram, Marie-France Goram. Bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être venu, comme chaque année, nous parler de cette fête qui a déjà démarré finalement. Oui, la fête elle a démarré depuis le début du mois de juin. Et puis le vrai démarrage, c'était mercredi dans le cadre de la fête de la musique. C'est la plus grande fête, c'est la fête qui dure le plus longtemps en Guadeloupe. Commencé depuis le 5 juin, je crois, c'est ça? Oui, on commence depuis le 5 juin. Non, on n'est pas la seule. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup de sections, c'est ça? Effectivement, après, il y a les sections qui suivent. Donc, on termine à la fin du mois de juillet. Oui. Mais donc, c'est pas la plus longue. Hein, quand même. Enfin, c'est quand même, il y a au moins plus de 20 jours de fête. Alors, qu'est-ce qu'il y a à venir dans les jours qui viennent? Alors, dans les jours qui viennent... Points forts, je crois. Les points forts, donc, demain... C'est l'un des plus grands points forts, c'est le bûcher de la Saint-Jean. Tout à fait. Et puis, juste avant, il y a le marché de Joie à la Saint-Jean, qui est de 7h jusqu'à 17h à l'esplanade de Bellecour. Et puis, à 15h, le bûcher de la Saint-Jean, comme chaque année, le devant 24. La mairie. Et chaque année, il y a le suspense, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que pour le bûcher de la Saint-Jean, il y a une espèce de, on va dire, un bouquet, même pas un bouquet de fleurs, c'est vraiment... Alors, c'est une couronne, hein, c'est une couronne de fleurs qui est sur, tout en haut d'un bûcher. Et puis, donc, au fur et à mesure que le bois est consommé, la couronne doit tomber. Et elle doit tomber directement sur l'élu. Dans le cou du maire, voilà. Ouais. Et si ça tombe à côté, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si ça tombe à côté, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, mais ce serait mieux d'avoir une belle couronne de fleurs autour de son cou. Jusqu'à maintenant, c'est toujours tombé directement là où il fallait. Directement, il y a peut-être des années où c'est pas tombé directement au cou du maire, mais généralement ça. Et puis il y a aussi une animation autour de la fête de la Saint-Jean. Alors oui, donc nous avons une animation avec Viard Nouvelle cette année qui va nous parler de la valeur de fraternité. Donc c'est un spectacle de danse. Donc j'invite tout le monde à venir voir. La belle chorégraphie de Viard Nouvelle autour du bûcher de la Saint-Jean. À partir de quelle heure? Donc à 15h. 15h devant la mairie? Devant la mairie à 15h. Bien. Alors, autre temps fort dans la semaine? Alors, autre temps fort, ce même jour, dimanche, nous avons la journée découverte du monde équestre. Donc, les enfants, avec leurs parents, pourront venir faire baptême de poney, cheval, découverte du harnachement, montage de selle, tout ça avec l'association Santé Équestre à Birmingham. D'accord. Et puis aussi le vin d'honneur, la cérémonie officielle, dimanche. Donc, tout le monde est invité, des pots de gerbe, allocution vin d'honneur. Alors, il paraît que l'allocution est très attendue cette année. L'allocution est très attendue, je ne sais pas, mais en principe, elle est toujours très attendue. Oui, mais cette année, c'est particulier. On a toujours envie d'avoir les vœux du maire, on a toujours envie d'entendre les orientations de la ville, et puis les prochaines orientations culturelles, économiques, etc. de la ville. Et puis, à 16h30, on a la balade des quadrilleurs. La balade des quadrilleurs. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, donc, c'est une balade de plusieurs groupes de quadrilles qui va partir depuis la place Childéric 5h et on va descendre en sens inverse la rue de la République pour arriver à l'espace L'Atelier qui est juste à l'entrée du bourg. Donc, c'est organisé par l'association Tropical Danza et c'est tous les groupes de quadrilles de la Guadeloupe qui sont réunis et on danse du quadrille dans la rue. Voilà. Donc ça c'est les temps forts de samedi, dimanche. Et puis lundi, on a la journée des marins pêcheurs, des marchands et des aînés. Donc cela se fait à la friche. Et puis, donc, il n'y a pas de concert cette année musical? Alors donc oui, il y a dès ce soir, il y a déjà le podium de Kalbaska qui présente les ateliers de son école. Et ensuite, il y a le Les Roses qui est au bord de mer. Et puis, bien sûr, dimanche soir, le grand podium sur la place, avec un podium en live. D'accord. Et puis, lundi aussi, donc voilà. Bien. Donc, c'est une fête aussi flamboyante que les autres années?
Toujours aussi flamboyante, toujours aussi belle. Et puis, déjà, mercredi, la population qu'on avait pour la fête de la musique, eh bien, on s'est dit, eh bien, voilà, c'est bien parti. Tout le monde a compris qu'il fallait être à Bemao entre le 20 et le 26 juin. Et ça fait beaucoup de travail pour les gens du service technique, la fête de Bemao. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est énormément. C'est du travail en amont, oui. Parce que déjà, la fête, elle se prépare depuis janvier. Hein. Donc, c'est déjà de la réflexion pour les personnes administratives aussi. Savoir qu'est-ce qu'on va porter selon les lignes directives politiques, les axes politiques visés. Et puis aussi, donc, le service technique, les agents des affaires culturelles aussi qui se mettent en route pour réaliser cette belle fête. Vous êtes tous mobilisés en fait. Nous sommes tous mobilisés. Donc c'est la fête pour tout le monde sauf pour vous. C'est la fête pour nous aussi parce qu'il faut prendre part à la fête parce que si nous ne sommes pas là, il n'y a pas de fête. Donc c'est aussi la fête pour nous et puis les agents ils sont là, ils participent donc puisque les agents sont mis sont de permanence. Donc tout citoyen qui veut avoir un renseignement aussi un problème, l'électricien il est là, donc on participe à la fête en travaillant. Alors, dernière chose, le dernier temps fort de la fête, on ne va pas passer tout le programme parce qu'il est trop grand. Le dernier rendez-vous, c'est quoi? En fin juillet, c'est ça? En fin juillet, c'est la fête de Bragelonne. De Bragelonne? Voilà, oui. Tout à fait. C'est la fête de Bragelonne. C'est une section qui se trouve à l'intérieur des terres de la commune et c'est la dernière où les festivités se terminent. Bien, mais merci Marie-France d'être venue en direct nous donner ce petit aperçu de la fête. Alors, puisqu'on parle de fête, il faut que je rappelle que c'est aussi ce week-end la fête de l'Étincelle, 23, dès ce soir, l'inauguration à Sainte-Anne. Demain, toute la journée, il y aura la fête, puisqu'on a reçu Christian Céleste qui va nous le dire. Mais cette année, la fête est aussi sous la bannière de l'UJMG, l'Union des journalistes et des médias de la Guadeloupe, qui aura son stand sur la fête de l'Étincelle, avec bien sûr une animation sur les réseaux sociaux et la famille, puisque aujourd'hui on voit bien que les réseaux sociaux modifient un petit peu le comportement. On n'écrit plus à maman, on lui envoie un post, on n'écrit plus à papa, on lui envoie un Facebook, etc. Qu'on est étudiant ou bien qu'on part en France par exemple en vacances ou à un festival ou à n'importe quelle fête, etc. Et donc, les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important. Instagram, Facebook, enfin, etc. Vous les connaissez tous. Ce sera donc le thème d'un débat qui aura lieu samedi à partir de 16h au stand de l'UJMG, l'Union des journalistes et des médias de la Guadeloupe, qui sera très représenté. On vous donc demande d'être là en masse, vendredi, samedi, dimanche pour la fête de l'Étincelle. Il est 13h19. On continue l'information avec Mendy. Et toujours dans le cadre de l'embellissement du littoral de la ville de Gourbert, et bien cette fois en partenariat avec les jeunes du RSMA, ils ont entamé des travaux de réhabilitation de l'ancienne poudrière du Ouelmont. On regarde ces images signées Charlie Tagonia. La commune de Gourbert a en charge la gestion d'un espace de 270 hectares des Monts Caraïbes. Nous avons établi un plan de gestion pour cet espace qui appartient au Conservatoire du littoral. Sur cet espace, il y a bien entendu des espaces qui sont forestiers, il y aura des espaces qui seront destinés à l'agriculture, soit en agroforesterie, soit en agriculture maraîchage ou bien en petit jardin créole avec la population. Et nous avons aussi du patrimoine historique sur cet espace. Et l'intérêt de nettoyer ici, c'est mettre en valeur un patrimoine qui est une poudrière qui date des années 1700, donc du XVIIIe siècle, qui a subi plusieurs évolutions et dont on ne connaissait pas réellement l'emplacement. Même les historiens pensaient qu'il était sur le Ouelmont, puisqu'on parle de la poudrière du Ouelmont. Nous l'avons découvert ici. Il n'y a pas si longtemps, cet espace était vivant, à côté d'un élément patrimonial. Maintenant que la vie, que les gens ne vivent plus là, qu'il n'y a plus de production agricole ni élevage, il est quand même important pour nous d'entamer une action de manière
restituer cet espace à la population pour que les jeunes générations sachent que là, il y avait une poudrière qui a servi même de point de passage à Victor Hugo en 1794, très probablement avant qu'il attaque les Anglais et fasse la première libération des esclaves. Pour le moment, c'est le SMA qui est en charge du premier nettoyage. Ensuite, nous allons, si vous avez pris des vues, vous avez vu qu'il y a un figuier maudit qui enserre complètement la structure. Si nous touchons à ce figuier, la structure s'effondre. Donc, pour que ça ne se fasse pas, nous allons étayer, retenir pour que la voûte soit en bon état, puis nous interviendrons au-dessus. Et après, quand nous aurons fait les accès, quand nous aurons bien sécurisé l'espace, que nous aurons fait des panneaux indicateurs pour que les gens soient au courant, pour qu'ils sachent de quoi il s'agit, eh bien nous allons l'ouvrir au public. Ce sera un premier élément de la gestion des Monts Caraïbes. Le nettoyage va se dérouler sur une période de 2 semaines, c'est-à-dire en 2 fois 5 jours. Et le site, on va le nettoyer, tout simplement pour la mairie. Ce qui est agréable, c'est qu'on va participer justement à cette conservation du patrimoine justement de la Guadeloupe. Et on espère tout, on fait tout pour que ce site justement retrouve un peu de son histoire. Les jeunes sont plus que ravis actuellement d'être là, donc ils sont motivés, volontaires et une fois de plus, participer à la vie locale de cette commune, de cette magnifique commune, est tout un plaisir pour nous. Il est déjà 13h23. Nous sommes en direct donc de Canal 10, oui, et ZCL.tv ainsi que RHT Guadeloupe. C'est à notre écoute puisque ça va être la dernière partie avec Laura Mann. À tout de suite. Oui, mais tu es malade. Je te demande de me tuer, toi. Voilà, il est 13h27. On attend Laura Mann tout à l'heure pour nous parler, on l'espère en tout cas, du crash du Boeing 707. C'était en juin, le 23 juin 1962. En attendant, alors, deuxième question, pour gagner le deuxième ticket de Quaxicolor et de Magnum Bond. Alors, comment s'appelait le premier titre du groupe Magnum Bond? Alors ça, vous avez trouvé ça facile. Alors je profite pour redonner la liste des endroits où vous pouvez trouver des tickets, parce que ce pays, tout le monde peut gagner. Là, on m'a dit qu'il y a une foule de gens qui appellent au 26 73 03, et ça, on ne doute pas, parce que Mendy, le 12-14, c'est la tranche la plus regardée sur Canal 10, c'est ça? D'accord. Et même au-delà de Canal 10, hein, même au-delà de Canal 10, même plus dans... écouter, plus regarder. Plus écouter, plus regarder. Alors, donc, 26 73 03, dites-moi comment s'appelait le premier titre. C'était le premier album du groupe Magnum Band qui sera demain soir au Palais des Hall des Sports Chanchon. Et si vous dites ça, portez manœuvre parce que nous avons le monde qui téléphoné. Et si vous n'avez pas la chance de répondre rapidement, alors il reste encore des points de vente où vous pouvez trouver le billet. Station Total à Deux-Témar, à Onouville, à Goyave, à la Bourse, à Baïf, à Bossedon, à Jaï 1, la Jaï 2, au Moule, et bien sûr à la boutique de notre concurrent RCI. Voilà. Donc rapidement, premier sauter, gagner Cabane, comme on dit, et le ticket il est là. Donc si vous avez gagné, tout de suite, je n'ai pas encore entendu le téléphone sonner, c'est que personne n'a encore retrouvé, parce qu'on va aller chercher sur Wikipédia, un peu partout, pour savoir comment s'appelait le premier album du groupe Experience 7. C'était qu'est-ce que je raconte? Magnum Band, n'importe quoi, je pensais Experience 7, 26 73 03. Voilà, le dernier sujet de l'actu avant qu'on se quitte, parce que visiblement, Laura n'est pas encore. Allez-y. Oui, donc dans le cadre de la fête des activités sportives périscolaires, avec le... Non, c'est vous en fait. Oui, Expérience 7. On parle de Quaxicolor et pas de Expérience 7. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est pas la réponse, hein, mesdames et messieurs. Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Voilà, donc dans le cadre de la fête des activités sportives périscolaires avec les enfants qui sont donc inscrits au temps mairie du jeudi à la régie des sports de la ville du Moule, où ils pratiquent différents sports, entre autres le tennis, le football ou encore la piscine. Et bien pour ce dernier jour, c'est le beach soccer qui a été retenu. Une belle journée que ces enfants ont appréciée. Regardez ces images signées Maxime Morel. Aujourd'hui, c'est la fête de la périscolaire, temps mairie.
Donc sur le parc d'activités, nous avons toute une panoplie d'activités à la Régie des sports de la ville du Moule. Nous avons le tennis, nous avons le kayak, nous avons le VTT, nous avons l'athlétisme et la piscine. Et ici, actuellement, nous sommes au beach soccer. Donc toutes les activités se font en même temps. Donc ici, c'est les élèves qui ont choisi d'être au beach soccer pour le dernier jour. Donc le dernier jour, on fait sous une forme de fête, un petit tournoi pour que les écoles puissent se retrouver ensemble parce qu'ils n'étaient pas ensemble durant l'année. Donc ils sont tous ensemble aujourd'hui. Donc les écoles se rencontrent entre eux. On fait un petit tournoi sous formule championnat. Et puis à l'issue du classement, on va faire des petites demi-finales et des petites finales. Parce que les élèves, pendant toute l'année, ils sont avec nous. Pendant toute l'année, ils sont avec nous. Donc on est dans un système aussi de beach soccer. Le beach soccer, c'est très à la mode, c'est très en vogue maintenant. Parce qu'on a le championnat de la Guadeloupe de beach soccer organisé par la Ligue guadeloupéenne de football. Donc les élèves découvrent le beach soccer. La plupart des élèves ici découvrent le beach soccer. C'est pas pareil que le football sur herbe. Donc il y a des règles bien précises. Bon, on ne leur donne pas toutes les règles quand même, mais on leur donne les règles de base pour le beach soccer parce qu'on joue sur du sable et sans chaussures. Donc ils adorent, même pendant les vacances en famille, en juillet, août, sur la plage. Ils viennent en famille et ils disent à maman, papa, oui, j'ai fait du beach soccer à l'école et j'ai envie de jouer du beach soccer. Donc c'est plus aussi découvrir le beach soccer par le biais de la périscolaire et de l'école. Et éventuellement aussi, après, s'ils aiment, ils peuvent s'inscrire dans un club de beach soccer. Et c'est un projet de la ville du Moule aussi. Très important aussi de féliciter tous les animateurs et les animatrices qui accompagnent les enfants parce qu'ils sortent de l'école à pied. Il fait très chaud et tous les jeudis après-midi de 13h30 à 15h30, ils sont là. Et ils sont très dévoués. Juste derrière moi, regardez comment ils coachent les enfants. Et le football, c'est un sport de masse. Donc félicitations aussi à toute l'équipe pédagogique de la ville du Moule, aux responsables de la périscolaire, au directeur mairie et au directeur des sports aussi, M. Wana Ali. C'est une très belle année qui se termine et les enfants encore attendent que la saison prochaine encore pour qu'ils puissent participer encore au beach soccer. Voilà donc de retour après le dernier sujet. Danny qui est revenu avec pas mal de bouquins. Effectivement, hier on a reçu M. Castro Desroches qui m'a fait une belle dédicace, je ne vais pas vous la lire. Et c'est un livre, je disais hier, qu'il fallait absolument avoir, Chronique de la décadence du chef suprême. Et j'aurai plaisir à recevoir bientôt Valérie Syracuse, de l'autre côté de la mer. C'est son deuxième roman. On se souvient, il avait écrit un premier roman l'année dernière. On l'avait reçu, c'était un très bon roman. Il était plus gros. Et cette fois-ci, elle nous a proposé un démon. Alors, je vous dis tout de suite que les 2 tickets, ils ont fait full. Ah, m'étonne pas. Enfin, ils sont encore au studio, il faut que les gens viennent récupérer. Alors, si les gens ne viennent pas récupérer ce soir... Parce qu'on est vendredi, on est vendredi, c'est mort. On n'a pas tout dit gagner. Jusqu'à quelle heure? 16h. 16h. Si à 16h, je n'ai pas venu chercher ce ticket-là, ça va être bien distribué. Ça va être redistribué parce qu'il y a des tas de gens en canal qui voudront bien aller voir Magnum et Quaxicolor. Voilà. Bon, écoutez, Laura n'est pas encore arrivée. Alors par contre, moi je vais faire la rubrique parce que je peux le faire. Alors Laura devait parler aujourd'hui du crash de DE. Alors c'est en 1963, le Boeing 717 d'Air France Château de Chantilly s'écrase à DE. Vous la prenez, ne bougez pas, Mendy, ce ne sera pas très long. Alors qu'il se dirige vers l'aéroport de Pointe-à-Pitre, le bilan est lourd. Le crash provoque la mort de 10 membres d'équipage et 103 passagers, dont le député guyanais Justin Cataillé et Albert Béville, alias Paul Niger. Alors c'est tout le drame de cet accident, c'est que jusqu'à maintenant, on ne sait toujours pas s'il s'agissait, c'est la photo de Justin Cataillé qu'on voit en ce moment, et Albert Béville. Alors, sans la présence de ces 2 passagers, on ne peut satisfaire de la version officielle, à savoir que ce crash est un terrible accident
et il y a des problèmes techniques ou même causés par des mauvaises conditions météorologiques. Mais il y a un doute qui subsiste. Alors, Kataye et Paul Niger. Paul Niger, c'est Albert Béville, c'est un Guadeloupéen qui est donc né à Basse-Terre, qui a fait ses études un peu partout en Afrique, même en Guadeloupe, en France d'abord, et puis après il est parti en Afrique où il a pu être un représentant, il faut le dire comme ça, avec des gros guillemets, de l'ordre colonial de l'époque. Mais très vite, Paul Niger, qui est aussi un poète, devient quelqu'un qui commence à comprendre le système colonial et commence à s'y opposer. D'ailleurs, on va le retrouver dans les années 60 avec d'autres anticolonialistes guadeloupéens. À l'époque où on va créer le Gong en France, il ne sera pas loin de ces gens-là. Il fréquentera donc les milieux anticolonialistes afro-antillais qui se déroulaient dans la capitale française. Alors, Justin Kataye, lui, il est né en Guyane en 1916. C'est un autonomiste déjà. Secrétaire général du Parti socialiste guyanais élu en 1958 et fort du constat que le régime de l'assimilation s'est soldé par un échec. Alors, il revendique en 1960, vous voyez, déjà en 1960, Justin Kataye réclame un statut spécial pour son pays, la Guyane. En avril 1961, il participe à un colloque réunissant à Basse-Terre l'ensemble des partis d'opposition à la colonisation des Antilles et de la Guyane. Il réclame le statut d'autogestion. Autrement dit, tout en restant attaché à la France, les Antilles guyanais doivent rompre la posture du système colonial, ce qu'on appelait être colonisé. C'est assez naturellement qu'il apporte son soutien au Front antillo-guyanais qui milite pour la décolonisation de nos pays, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane. Le nom de cette organisation fut déformé par l'appareil d'État en faux antillais pour l'autonomie, le FAGA, créé par le poète martiniquais Édouard Glissant, qui fut un auteur considérable. Il est mort il y a quelques années à Martinique. Et le poète guadeloupéen Paul Niger se font dissous le 22 juin 1961 par donc, le gouvernement du général de Gaulle, puisqu'il faut rappeler qu'en 1958, on est déjà sur la 5e République. De Gaulle a déjà pris le pouvoir. Ces hommes sont interdits de séjour à la fois en Guadeloupe et en Guyane. Et pourtant, Paul Niger, alias Albert Béville, brave cet interdit et décide donc de se rendre en Guadeloupe en 1962. Et ce sera effectivement son dernier voyage, si on peut parler comme ça, puisqu'il est né en 1915. Albert Béville exerce en Afrique, je l'ai dit, la fonction de représentant de l'État colonial français dans le cadre d'emploi des administrateurs des colonies. Il est gêné par cette casquette et le fait de servir de bras au système colonial fait partie, il le dit dans l'un de ses poèmes, « Ô peuple fraternel, moi qui vous apportez l'Europe, mais qui ne suis pas d'Europe, vous m'êtes envoyé vous dire que vous n'avez rien à dire, mais moi qui suis l'esclave de vous mettre, je cherche cheminer à travers les savanes une vérité plus vrai qui serait caché au loin des cases. » Alors la rébellion s'impose à lui comme coule le Niger. Le Niger, c'est un fleuve africain. Tous les gens qui ont fréquenté l'Afrique connaissent ce fleuve. C'est le 3e plus grand fleuve d'Afrique. Aussi, il renonce à une brillante carrière administrative pour se consacrer au militantisme politique qui rentre dans le viseur d'un État prêt à tout pour conserver son empire colonial. À titre d'exemple, le 14 juin 1962, une terrible répression des forces de l'ordre s'abat sur la population de Cayenne qui, devant le local du Parti socialiste guyanais, écoute simplement les raisons de l'interdiction de la manifestation contre l'établissement de la Légion étrangère en Guyane pour l'obtention d'un statut d'autonomie. Alors, le crash de Dié, la question se pose toujours, s'agit-il, oui ou non, d'un crime de l'État? Et donc, des doutes planent encore sur les causes de cette tragédie. Il y a eu d'ailleurs récemment au MAC une belle intervention de M. René Bélénus qui a beaucoup cherché et travaillé sur cette affaire de ce Boeing qui explose en arrivant à Dié et qui cause la mort d'une centaine de personnes, dont 2 anticolonialistes. Tout d'abord, Justin Kataye aurait fait part à sa famille qui se sentait menacée, il aurait été la cible, et aussi Paul Niger, tous les deux sont dans le même avion, et d'après ce qu'on a dit après, il semblerait que Aimé Césaire devait prendre cet avion, mais il n'a pas eu le temps, il l'a raté. En tout cas, on connaît des Guadeloupéens qui ont raté cet avion, et donc tous ces gens-là
disparaissent le 23 juin 1962 dans les hauteurs de Dieppe. Voilà donc ce qu'on peut dire sur cette remarque, cette histoire. C'est notre ami Louraman qui a rédigé cette petite histoire et ce rappel historique qui était important, et donc il était important aussi pour nous de le dire. Alors peut-être que Louraman aura peut-être un petit mot à ajouter si elle vient. Non, elle fait signe que non, tout a été dit. Enfin, l'ardeur que le pouvoir colonial déploie pour subsister ne l'aurait pas poussé à éviter les dommages collatéraux. 71 personnes. Alors, je rappelle que Louraman est l'auteur de l'ouvrage que vous voyez ici, 365 dates de l'histoire des Antilles-Guyane. C'est édition Caraïbes Édition. Et c'est un ouvrage qu'il faut avoir puisqu'il rappelle les dates historiques et importantes de l'histoire de nos pays. C'est un travail de recherche et c'est un ouvrage qui n'est jamais dépassé puisque les dates qui sont dans cet ouvrage sont des dates qui sont passées pour les gens, bien sûr. Bon, il n'y a pas de date d'avenir, mais c'est des repères, on peut dire, historiques très importants. Un livre à avoir. Voilà, il est pratiquement, Mendy, quelle heure ? 13h41 minutes. 41 minutes. On va conclure aujourd'hui. On va vous souhaiter bon voyage, pas dans le Boeing de Justin Cataillé et de Paul Niger. Non, je ne souhaite pas ça, au contraire. Je souhaite que vous arriviez à bon port et qu'on vous entendra peut-être. On vous entendra quand même un petit moment de temps en temps dans le ZCL. Oui. Bon, c'est promis. Donc, pas de souci. On se retrouve quand même avec elle de temps en temps dans le ZCL à partir de lundi. Et je rappelle qu'à partir de mardi, nous aurons le tour de la Guadeloupe, le tour de la Marie-Galante, pardon, en direct dans le ZCL avec nos amis de Radio Haute Tension qui vont effectivement couvrir ce tour. Et je le dis aussi, il y aura d'autres tours, puisque après le tour de Marie-Galante, il y a le tour, déjà depuis hier, il y a le tour junior de la Martinique qui se fait. Et vous aurez aussi le tour de la Martinique, le tour de la Guadeloupe et le tour de Guyane, ZCL avec RHT, c'est la radio et la télévision du tour. Voilà. Bon week-end à tous si vous êtes avec nous. Vous avez déjà mangé, pas encore, vous avez faim. Alors, à la Guéo, vous pouvez y manger. Et on salue Louraman et le travail remarquable qu'elle fait régulièrement pour l'histoire de nos pays. Et puis, à lundi, si vous le voulez bien.